Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle d'un sujet super intéressant, un gros sujet quand même. On va parler du cholestérol, on va parler de la dyslipidémie, donc du cholestérol qui est trop élevé dans notre corps. On peut faire du cholestérol sans forcément avoir de signes ou de symptômes. Puis ça peut être nocif quand même parce que ça peut conduire à des complications au niveau de notre santé. Par contre, il existe du bon cholestérol aussi qui peut nous protéger. Donc, c'est un peu ce qu'on va démystifier aujourd'hui, Valérie. Absolument. Qui n'a pas entendu dans son entourage quelqu'un qui fait du cholestérol? Mais c'est quoi faire du cholestérol? On va aussi aborder ça sur une note positive parce que le cholestérol est essentiel pour notre santé. Donc, qu'est-ce qui fait que ça devient un problème? On va vraiment clarifier ça. Puis vous donner des stratégies, des outils pour mieux comprendre, puis aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre santé lipidique si on veut. On a une invitée incroyable, Marie-Lou Leclerc, qui est infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes. Elle s'est spécialisée en cardiologie. Elle a travaillé en chirurgie cardiaque, donc côtoyer étroitement des gens avec cette problématique de santé. Elle est aussi passionnée par le sport. C'est une athlète d'endurance et elle est passionnée par la nutrition. D'ailleurs, elle est en train de faire des études dans un micro-programme à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment la meilleure candidate pour venir nous en parler. Alors, pour ceux qui voudraient partager l'épisode à des proches parce que ça pourrait les intéresser ou leur donner des bonnes informations, n'hésitez pas à le faire. Alors, sans plus tarder, on va avoir une belle discussion. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Marie-Lou! Allô! Bienvenue à Info IPS. Oh my God, c'est super, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. On parle de cholestérol, puis tu es vraiment la personne pour venir nous en parler. Oui. Marie-Lou, tu es infirmière praticienne en soins aux adultes. Tu as travaillé dans les dernières années en chirurgie cardiaque. Puis tu es également impliquée dans un projet de recherche. Exactement. C'est ça, comme tu as dit, je suis aux soins aux adultes. J'ai choisi la spécialité de cardiologie à la fin de ma maîtrise. Puis, par la bande, un projet de recherche en cardio-préventif avec les femmes enceintes, en postpartum, qui ont eu de l'hypertension gestationnelle ou du diabète gestationnel. J'ai développé un gros intérêt là, pour la prévention primaire, dont le cholestérol. Super intéressant. Puis tu as aussi un intérêt particulier pour la nutrition. Je pense que tu es aux études actuellement pour te peaufiner là-dedans. Exact. En fait, je trouve que dans notre formation, on n'en a pas vraiment vu. Oui, c'est vrai. On le conseille beaucoup, mais sans dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est ou d'avoir des conseils. Fait que je suis allée me chercher un micro-programme de 2e cycle à l'Université Laval en nutrition, qui est toujours en cours. Puis, en fait, avant qu'on poursuive, est-ce que tu as fait le DEC-BAC, le bac initial dans ton parcours infirmier? J'ai fait le DEC-BAC. OK. À Québec. Tu as fait ton DEC-BAC à Québec, puis ton bac, tu l'as fait... j'ai fait à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Ouais, j'ai fait le bac de perfectionnement à Trois-Rivières. Super. Puis je pense aussi, en fait, on disait, tu as fait ton cours ta spécialité en cardiologie, mais là, tu réorientes ta pratique avec un intérêt pour les hormones, l'endocrinologie. Exactement. J'ai décidé de rechanger. Il manquait le côté vraiment prévention puis avoir un impact sur la qualité de vie, je trouve, dans ma pratique. Fait que je suis rendue en spécialité endo, mais vraiment un volet santé métabolique et hormonale, surtout chez la femme, fait que la santé de la femme et tout. Grands intérêts ici. Super. Puis en plus de tout ça, j'ai eu la chance de te voir à titre de conférencière, puis tu es une athlète d'endurance. Donc pour toi, là, la performance, la nutrition, c'est quelque chose qui te passionne. Oui, exactement. Génial. Kim, on part ça? Avec notre tradition. Oui. Donc, on part avec des vrais ou faux. Le but n'est pas de développer. On ne développe pas tout de suite. On va vraiment développer au courant du podcast. OK? Donc, vrai ou faux. Est-ce que tu es prête? Yes. Parfait, on se lance. Donc, le cholestérol est essentiel dans le bon fonctionnement de notre organisme. Vrai. 80% du cholestérol est produit par le foie, puis seulement 20% viendrait de la nourriture. Vrai. Un taux de cholestérol trop élevé augmente le risque de maladies cardiovasculaires comme par exemple les AVC ou les infarctus du myocarde, donc communément les crises cardiaques.
Vrai. Quelqu'un avec un taux de cholestérol trop élevé, il présente toujours des symptômes ou des signes visibles. Faux. Au Canada, 50 des personnes de plus de 40 ans ont un taux de cholestérol trop élevé, ce qu'on appelle aussi la dyslipidémie. Malheureusement vrai. Quand on est diagnostiqué avec la dyslipidémie, donc le taux de cholestérol qui est trop élevé, il faut absolument prendre de la médication comme des statines. Faux. OK? Certaines formes de dyslipidémie, donc cholestérol trop élevé, sont génétiques et ne dépendent pas seulement de notre mode de vie. Vrai. Une alimentation qui est riche en fibres et en bons gras, les gras fonctionnels qu'on appelle, peut aider à réduire le mauvais cholestérol. Vrai. Les enfants n'ont pas besoin de se préoccuper de leur cholestérol. Faux. Et manger du gras fait prendre du poids. Faux. C'est faux. Intéressant. On va en revenir. Je me questionne, Marie-Lou, dans ta pratique, y a-t-il des choses que tu entends, des mythes auprès de tes patients dans ta clientèle là, en lien avec le cholestérol? Je trouve souvent que c'est banalisé. Okay. Souvent, les patients vont arriver avec ah oui, je fais juste du cholestérol. Fait que le côté de c'est pas grave, je prends une médication pour, je peux avoir un peu les habitudes que je veux, puis c'est juste du cholestérol. Fait que souvent, le mot juste est comme, je trouve que ça banalise une maladie chronique finalement, au final, qu'il faut prendre en charge. Parce que c'est une maladie. Exactement. Et c'est quelque chose qui revient souvent. On parle dans les autres épisodes des maladies silencieuses, l'hypertension. On disait dans les vrais ou faux que c'est pas vraiment nécessairement visible non plus. Fait que je pense que c'est facile pour les gens d'avoir cette espèce de fausse croyance que c'est moins grave parce qu'on le voit pas. Hein. Non, exact. Puis c'est... il y a aussi de démystifier le fait qu'on va employer le mot cholestérol. Puis là, je sais qu'on va en parler nécessairement, mais de commencer par la base de dire c'est quoi du cholestérol puis c'est quoi la maladie du cholestérol, en fait. Parce que on a besoin de cholestérol dans la vie, puis je pense que c'est un gros mythe qu'il faut défaire. Notre corps a besoin de cholestérol. Dans les vrais ou faux, il y avait le 80-20 %. Donc, 80 % de notre cholestérol, c'est notre foie qui le fabrique. Donc, c'est notre corps qui fabrique le cholestérol. Puis seulement 20, en effet, le vient de l'alimentation. Fait que, tu sais, le cholestérol produit qu'on prend, en fait, là, tu sais, il utile dans tellement d'affaires dans notre corps, en fait. Là, mais tu sais, tout ce qui est... Il fonctionne, il fait nos cellules. Fait que si t'as pas de cholestérol, c'est un peu le... On serait pas là en ce moment. Oui, ça serait vraiment ça. C'est vital. On serait, exactement. On serait pas là. Mon lien un peu avec l'endo aussi, là, tout ce qui est hormonal. Fait que, il produit nos hormones, surtout stéroïdiennes, tout ça. Fait que tout ce qui est testo, estrogène, progestérone, c'est notre cholestérol qui fait ça à la base. Fait que, donc, nos hormones féminines, les hormones masculines. Oui, exactement. Ouais. Complètement. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être une petite alerte de OK, finalement, on en a vraiment besoin. Tout ce qui est aussi la synthèse de nos vitamines, la vitamine D qu'on prend même en comprimé durant l'hiver. Tu sais, fait que tout ça, c'est nécessaire. Il est bon aussi pour notre système nerveux. Fait que toutes les gaines de notre système nerveux, il est fait à base de cholestérol. Puis, ça reste aussi que souvent, tu sais, je pense que le processus, c'est on essaye de digérer, ou tu sais, l'appréhension de dire on doit digérer nos graisses et tout ça, bien, notre cholestérol fabrique des sels qui aident aux digestions des graisses. Fait qu'il s'auto-régule de cette manière-là également. Là. Oui, bien, c'est intéressant parce que je lisais que, tu sais, justement, les cellules nerveuses étaient composées de comme 70 à 80 % de lipides. Donc, c'est vraiment essentiel dans la régénérescence de nos cellules. Tu parles de vitamines. On le sait qu'il y a des vitamines qui fonctionnent bien, en fait, qui sont hydrosolubles, puis il y en a d'autres qui sont liposolubles. Donc, pour être transporté ou pour être assimilé, ça prend du gras, là. Ça nous en prend pour pouvoir absorber ces vitamines-là. Puis, c'est quoi la différence entre le bon puis le mauvais? Puis là, ça aussi, il n'y a pas vraiment de bon puis de... Tu sais, oui, il y en a. Je pense que pour la pratique courante, c'est bon de dire bon, mauvais. Mais tu sais, il faut comme... Tu l'as un peu mentionné par la bande, mais le cholestérol, mettons, alimentaire qu'on va prendre, ou même... produit, en fait, là, tu sais, c'est soluble dans l'eau. Fait que c'est notre système sanguin
pour que ça soit transporté dans d'autres endroits du corps, ben il faut qu'il y ait des transporteurs. Il n'est pas soluble dans l'eau. Exact. J'ai dit insoluble, ça se peut. C'est ça. Il n'est pas soluble. Exact. Donc, il a besoin, lui aussi, de transporteurs, comme dans le contexte. Donc, souvent, nous, nos mauvais cholestérol qui est associé, c'est les fameux LDL, les HDL. Fait que les LDL, qui est le fameux mauvais cholestérol qui est appelé, en fait, là, comme ça, en fait, c'est le transporteur de notre cholestérol. Fait que lui, son rôle, il est produit, puis le transporteur, en fait, le LDL, il est produit par le foie, comme le cholestérol également. Fait que le foie va produire le cholestérol, il va produire aussi son transporteur, puis il va utiliser le LDL pour aller le porter à tous les tissus, en fait, environnants qui ont besoin de cholestérol. Fait que le transporteur, qui est le LDL-C, ben, il va dans la circulation, puis du foie au tissu. Ce qui est considéré comme le mauvais cholestérol. Puis on en parlera en fait là, dans le contexte de la maladie du cholestérol. Mais fait que, c'est un peu l'analogie de c'est un petit camion qui va vers d'autres tissus pour aller porter sa marchandise. Fait que si je comprends bien, en fait, le cholestérol, c'est un gras qu'on a besoin pour survivre, qui est essentiel à plein de choses dans notre corps, comme tu as nommé, là, produire des hormones, absorber des nutriments, construire nos cellules. Puis il est produit principalement par le foie. On disait 80 il y a un 20 qui vient de la nourriture, ce qui fait en sorte que, on va en parler plus tard, mais c'est l'alimentation joue un rôle, mais tu sais, il est quand même limité à un certain point. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne s'imagine pas que le gras de notre poutine, pour dire quelque chose, va flotter dans notre circulation sanguine toute seule. Donc, pour se déplacer, ce cholestérol-là a besoin d'être transporté par ce que tu disais, les transporteurs. Donc, on a les LDL que peut-être beaucoup de gens vont connaître, puis le HDL. Fait que le HDL, c'est protéines. En fait, c'est une le transporteur est une lipoprotéine. Exact. Donc, c'est une partie de protéines. Mais le HDL, c'est le bon cholestérol, qui est aussi produit par le foie. Mais lui, son rôle, en fait, c'est que l'excès de gras, de cholestérol, de LDL qui est laissé dans la circulation, mais lui va faire le chemin inverse. Fait qu'il va prendre le cholestérol qui est laissé, puis il va le ramener au foie pour se faire soit synthétiser, à nouveau recycler, ou se faire éliminer d'une autre manière. Fait qu'il fait du ménage. Il fait du ménage. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est les boueurs de la rue. C'est bon. C'est vraiment ça. Fait qu'il y en a un qui va porter tous les déchets, puis l'autre ramène après ça. Donc, c'est bon d'avoir du bon cholestérol. Exactement. Pour avoir un certain équilibre entre le mauvais et le bon. Exact. Puis je pense que c'est là que vient le problème du cholestérol. Fait que la dyslipidémie, qu'on appelle plus dans notre jargon, là, mais c'est vraiment cette partie-là. C'est le déséquilibre entre la quantité portée puis la quantité ramenée. Fait que souvent, dans nos bilans qu'on va regarder, les deux vont être dosés. Fait que, tu sais, on dose pas le cholestérol quand on fait les prises de sang, on va doser les transporteurs du cholestérol. Donc, c'est cette variabilité-là qu'on est capable de voir. Si tu as trop de LDL, ben c'est parce que tu as trop de petits bonhommes en circulation, de petits camions avec du gras qui peuvent être en excès, en fait. OK. Donc, la dyslipidémie, la maladie. Ouais. Donc, ça serait vraiment un déséquilibre. Donc, vraiment un cholestérol qui est plus élevé. Quand une personne a un diagnostic, par exemple, qu'on va dire, tu as de la dyslipidémie, comment tu lui expliquerais, en fait? C'est une très bonne question comme ça, de dire comment on l'explique pour les patients. Puis je trouve, comment tu l'apportes, c'est on le fait pas. L'expliquer de cette manière-là, je pense. On va souvent juste poser le diagnostic, vous avez trop de cholestérol dans votre sang. Je pense qu'une manière à apporter, c'est un peu d'expliquer cette partie-là. C'est que le déséquilibre existe. Il y a vraiment... puis, tu sais, on n'en a pas parlé encore, mais il y a les triglycérides aussi qui jouent un rôle là-dedans. Puis souvent, tu sais, quand tu vas sur Internet, tu dis c'est quoi la définition d'une hypercholestérolémie, de la dyslipidémie? C'est que tes LDL sont trop hauts ou tes HDL sont trop bas, avec ou sans triglycérides. Donc, tu as cette variabilité-là aussi dans tes critères diagnostiques un peu. Fait que d'avoir ce ratio-là qui est déséquilibré, je pense que c'est bien de le mentionner, de juste comme cette synthèse. Puis pourquoi les LDL sont défavorables? Tu t'expliquais tantôt, les HDL, eux, ils ramènent le cholestérol en circulation pour le foie pour faire du ménage. Puis le LDL, tu disais, ça amène, en fait, ça transporte le cholestérol dans les tissus, dans les vaisseaux. C'est ça qui fait, dans le fond, le LDL. Oui. En fait,
tout le monde vit de la même... Tu sais, tout le monde a ça de base. Le problème, c'est quand tu as un déséquilibre de trop ou de pas assez. Donc, si tu... On va rentrer dans les causes et tout ça, mais si tu crées ou tu as un problème de santé ou tu as des habitudes de vie qui viennent un peu jouer sur la production de cholestérol, de production de LDL, dans ce contexte-là, ben, tu as trop de LDL en circulation, en fait, puis tu as une limite, une saturation que ton organisme est capable de prendre dans certains tissus. Fait il va dire, ben j'en ai plus besoin, fait qu'il retourne dans la circulation, puis là, tu as des petits camions qui circulent, puis qui vont se loger ailleurs, dont les places qu'on n'aime pas, dont les artères, les parois des artères. Puis c'est là que vient un peu le problème, en fait, c'est qu'on ne veut pas qu'ils se déposent dans les artères puis qu'ils créent nos fameuses maladies. Embouteillages, en fait. Exactement. Je pense que les gens le comprennent bien, ça. Hein? Le cholestérol qui s'accumule dans les vaisseaux, puis on le répète souvent, c'est souvent dans les petits vaisseaux qui sont atteints en premier. Hein? Ils vont se boucher plus rapidement que les gros vaisseaux. Puis c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Hein? Pourquoi on est si intéressé à savoir est-ce que les gens font de l'hypercholestérolémie? Qu'est-ce qui menace? Je vais te dire vraiment le lien avec les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment ça, je pense, le gros. Il y a beaucoup d'autres choses, là, dans le sens qui est précurseur de d'autres maladies aussi, au final, quand il y a un déséquilibre. Mais pour nous, qu'est-ce qui devient fatal à la base? C'est les maladies cardiovasculaires, comme tu as nommé un peu à l'entrée, là, mais les AVC, les maladies, faire un infarctus, faire une crise de cœur, tout ce qui est des blocages dans les artères périphériques, là, fait que les jambes, les caillots et tout ça, pas les caillots, mais les maladies vasculaires. Fait que tout cet ensemble-là fait en sorte qu'on veut prévenir que ça détériore vers quelque chose qui est fatal. Parce que le cholestérol en tant que tel, oui, c'est une maladie chronique, c'est pas une maladie fatale. C'est les complications associées qui vont créer une maladie fatale au final. Parce que les artères, on se rappelle, amènent le sang oxygéné vers les tissus. Donc, peu importe où l'obstruction se trouve, que ce soit au cerveau, dans le cœur, dans les jambes, ça va priver nos organes d'oxygène progressivement. Puis, quand on commence à avoir des symptômes, hein, on a mal, on fait un AVC, on fait... Bien, là, il est un peu tard. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. On veut vraiment travailler en amont pour prévenir ce genre de situation-là puis éviter des complications. Tu allais dire quelque chose? Bien, en fait, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein, c'est du progressif. Puis on en parlait, tu sais, au niveau des enfants. Fait que c'est dès le départ le plus tôt possible d'avoir des bonnes habitudes de vie pour éviter justement l'accumulation au niveau de ces vaisseaux-là. Les causes du cholestérol, ça serait quoi? C'est super varié, en fait. Là. C'est... Tu sais, on l'associe beaucoup à les mauvaises habitudes alimentaires, les habitudes de vie en général, je vais dire. Là. Mais tu sais, tout ce qui est... mauvaises habitudes alimentaires, oui. Parce qu'au final, tu fais une accumulation, pas glucidique, là, mais tout ce qui est comme énergie et tout ça, puis tu augmentes ton système, t'engorges ton système. Là, pourquoi des triglycérides, par exemple? Le lien étant que si tu manges trop, si tu transformes trop d'affaires, ben tes triglycérides vont se produire, puis tu vas entreposer cette partie-là, donc tu vas augmenter peut-être le poids et tout ça. C'est toujours une question de balance énergétique, donc entre l'apport et la dépense au final. Fait que, de base, l'énergie, si la personne mange, puis elle s'entraîne, puis qu'il y a un équilibre, il n'y a pas de problème, on s'entend. Mais tu sais, ce côté-là, mais souvent, on va avoir une population qui est sédentaire. Fait que tu sais, ce côté-là également. Fait que de ne pas bouger, il y a énormément... sans devoir perdre du poids, sans rentrer là-dedans, c'est vraiment le côté faire de l'activité physique diminue tellement ton stress intérieur et tout ça, puis ça l'améliore tes HDL, ça joue vraiment dans ton bilan lipidique, même si on s'en rend pas compte au final. Puis les facteurs de risque, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a des gens un peu plus à risque pour le cholestérol? Oui, exact. Mais en fait, il y a aussi le côté, comme beaucoup de maladies, le côté génétique, puis qu'on oublie malheureusement. Fait qu'il y a l'hypercholestérolémie familiale, tout le temps long à dire ce mot-là. Fait que c'est sur différents récepteurs. Puis ça m'a permis, en fait, de regarder un peu la littérature, là, mais c'est quand même 1 personne sur 300 qui ont une hypercholestérolémie familiale, ce qui n'est pas banal. Fait que pour eux, c'est pas peu importe qu'est-ce qu'ils mangent, quoi que ce soit,
c'est vraiment c'est leur foie qui a un problème qui crée, puis ben ils sont pris avec ça. Fait que souvent, eux vont être mis sur des médicaments vraiment plus tôt dans le contexte. Mais il y a beaucoup le côté génétique avec, il n'y a pas juste celui-là, là, mais il y a l'hypertriglycérémie familiale également, puis il y a un déficit en HDL aussi qui existe dans le côté génétique. Fait que les 3 enzymes, les 3 facteurs qu'on dose, ben il peut y avoir des mutations, des changements, puis c'est pas de leur faute. Bien, ça m'arrive. Je sais pas toi, Kim, en pratique, puis sûrement toi aussi, Marie-Lou, mais j'ai des gens qui arrivent, qui sont super athlétiques, qui ont des super bonnes habitudes de vie, ils mangent des bons gras, ils évitent les choses qu'il faut éviter. Puis malgré tout, on a un bilan lipidique qui nous révèle, justement, un cholestérol qui est super élevé. Puis c'est là qu'on va on va suspecter un antécédent familial. Puis on pose des questions. Puis justement, mon beau-frère, pas mon beau-frère, mon frère, on parle des antécédents plus de premier degré. Puis des gens qui sont décédés des maladies du cœur très jeunes, justement, en questionnant. Donc, effectivement, c'est pas de leur faute. C'est vraiment la portion génétique. Puis tu parlais des enfants tantôt aussi. On va faire le dépistage assez jeune chez des enfants qui ont un antécédent familial d'hypercholestérolémie. Donc, c'est pour prévenir des complications. Fait que c'est super important de connaître aussi son environnement, son environnement familial. Puis il y en a qui le savent pas. Puis pour l'avoir vu en chirurgie, souvent, tu as un 35 ans qui fait un infarctus. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis mais j'ai des bonnes habitudes pourtant. Puis tu regardes son bilan, puis en effet, ça va pas bien. Puis nous, ce qu'on fait souvent, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on les réfère. Ça existe au Québec. Il y a des centres de dyslipidémie familiale qui font vraiment avec des centres de lipides. Il y en a qui se spécialisent vraiment dans ce type de problème de cholestérol parce que ça demande des fois un peu plus poussé. Là. Fait qu'on pourrait quand même, de ce qu'on comprend, avoir un poids santé, être un athlète, bien bouger, avoir des bonnes habitudes de vie, puis quand même faire du cholestérol. Oui, en effet. Puis, une autre maladie qui est comme, même si tu as tout ça, le monde qui a des problèmes de thyroïde. Oui. Fait que, ça joue sur ton bilan lipidique à la longue. Ça ralentit ton métabolisme, ça ralentit, Fait que ça crée ce problème-là aussi par la bande, mais tu peux être mince. Puis, il y a pas, puis tu sais, un des facteurs aussi, c'est l'obésité, malheureusement. Fait que, tu sais, le côté tissu adipeux crée ce stress oxydatif et tout ça qui crée le changement au niveau des bilans, mais c'est pas bon non plus d'être trop mince. Fait que, tu sais, le côté aussi, puis on en a déjà discuté, mais il y a des études qui montrent qu'être trop mince, finalement, c'est peut-être un facteur de risque cardiovasculaire accru et augmenté, et que ça peut aussi jouer sur le bilan lipidique au final. Fait que je pense que la morale, c'est l'équilibre un peu. Comme dans tout. Dans tout, absolument. Complètement. Puis, tu sais, on parlait justement des gens qui avaient peut-être qui ont des antécédents familiaux, qui sont, c'est bien malgré eux. On disait qu'on ne voyait pas nécessairement l'hypercholestérolémie physiquement chez quelqu'un ou qu'on n'avait pas nécessairement de symptômes, mais il y a certaines choses qu'on peut voir des fois. Oui. On va le voir souvent avec tout ce qui est un peu plus génétique, parce que leurs bilans sont souvent beaucoup plus exacerbés, là, sont vraiment plus gros, les chiffres. Là. Fait qu'on peut voir des dépôts de cholestérol. Mm-hmm. Fait qu'il y a des petites taches, des fois, ici ou sur les yeux, qu'il y en a que c'est vraiment du dépôt de cholestérol. Ton organisme est tellement plus capable de le gérer qu'il va aller le déposer dans les tissus, puis souvent, ça va être de cette manière-là. Fait qu'il y a les yeux, il y a aussi on va le voir souvent, là, mais les arcs cornéens. Fait que les personnes qui ont souvent les yeux clairs aussi, on va les voir un peu plus, mais il y a un petit arc autour qu'on trouve bien cute en plus, là. Un dépôt de lipides. Un dépôt de lipides, mais c'est un cercle vraiment plus clair au niveau de l'œil. Mais c'est un critère à la longue. Il y a aussi récemment, là, mais c'est un risque plus cardiovasculaire aussi, là, mais des coches dans les oreilles ici. C'est vraiment plus comme quoi qu'il y a une dégénérescence au niveau à cause du bilan lipidique, mais qui augmente le facteur de risque quand on a ça. Fait que c'est un petit trait au niveau des petits lobes d'oreilles également. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. C'est intéressant. On va surveiller les oreilles des patients. Puis c'est drôle, mais on le voit souvent. Fait, des fois, tu peux faire le lien quand tu as un bilan, puis tu vois ça, puis tu es comme, oh, wow, tu sais. Mais tout, sinon, il y a les dépôts au niveau derrière de oui, tendons d'Achille. En fait, des dépôts de lipides sur certains tendons. C'est des noms un peu comme... Pas obligé de se rappeler, scientifique, mais c'est tout le temps comme du xanthome, puis xanthelasma, et tout ça. Fait que je pense pas que c'est nécessaire, mais juste de ces petits dépôts-là. Sinon, il n'y en a pas. Non, c'est ça. C'est extrêmement silencieux comme maladie. Puis il y a le nom, il se fait appeler tueur silencieux par la bande, au final. Là.
Avant qu'on poursuive, je voulais qu'on revienne rapidement te parler tantôt des triglycérides, puis c'est super important. C'est quoi leur fonction à eux? Dans le contexte, un peu, c'est stockage des graisses. Ouais. Mettons qu'on fait ça court, là. Ouais. Stockage des graisses, vraiment. Fait que, peu importe, mettons, ça peut être des glucides. Si tu manges beaucoup de sucre raffiné, mettons, fait que, je sais pas, lui, son rôle, c'est de, quand le sucre passe, ben, selon où qu'il va être distribué, après ça, il va aller se faire métaboliser avec les triglycérides par le foie, puis le triglycéride va aller stocker en attendant qu'on ait besoin. Puis là, c'est là aussi le côté... ce qu'on mange, si c'est pas utilisé dans l'immédiat, le corps va le stocker. Exactement. C'est exactement ça. C'est pas... il y a pas de... oui, une qualité alimentaire à avoir dans la vie, mais je pense qu'il y a aussi ce contexte-là. S'il n'est pas utilisé, le corps va toujours se rappeler qu'il est en mode survie au final. Fait que, comme avec les mammouths et tout ça, ben il mangeait peut-être une fois par semaine. Fait que pour lui, c'est du stockage. Fait que les triglycérides servent énormément à ça, en fait. Fait qu'au stockage. Puis pour l'analogie des camions et tout ça, ben c'est le gars qui va venir juste comme bloquer la circulation complètement aussi, des fois, là. Donc, sucre peut venir jouer avec notre bilan, finalement. Oui, vraiment. Puis souvent, on va le voir, puis le fameux bilan de faire à jeun, pas à jeun, et tout ça comme ça, mais on va souvent dire, ben prenez pas de l'alcool. Ben c'est extrêmement sucré, mais prenez pas de l'alcool avant de faire les triglycérides parce que ça l'impacte énormément le résultat. Mais maintenant, on le fait plus à jeun en tant que tel, le bilan. Sauf souvent, mentionner que de ne pas prendre d'alcool, mettons, avant de faire les bilans. Puis pendant que tu parles du bilan, à qui tu le ferais, ce bilan-là? Les recommandations, du moins, là, puis je pense que là, c'est un côté aussi flair clinique en termes de questionnaire. Quand vous êtes avec votre patient dans le bureau et tout ça, si vous avez ce petit flair clinique-là de dire, ben ça me tente d'y faire. Je pense que c'est bon pour tout le monde dans le contexte. Par contre, les lignes, c'est vraiment en haut de 40 ans, si pas de facteurs associés. Par contre, si tu as un diabète, je sais pas, là, à 25 ans ou 30 ans, ou des antécédents de maladies cardiaques dans ta famille, tu as une obésité déjà marquée, tu fumes, tout ça, ben les bilans vont se faire d'emblée plus tôt. Puis je lisais, en fait, puis je pense que j'en parlais récemment, mais aux États-Unis, ils le font à partir de 20 ans. Fait que, tu sais, juste cette comparaison-là de façon de faire, juste par lien de prévention, parce que depuis les dernières années, il y a énormément de problèmes de santé, puis ça fait juste d'un bilan de prévention au final. Puis ici, c'est normal, sur 5 à 10 ans. Puis en fait, là-dedans, je pense que moi, je suis extrêmement biaisée par ma pratique qui est comme tout le monde avait des problèmes cardiaques, donc on les met aux plus grosses médications et tout ça. Puis on fait des bilans quasiment à toutes les années, là. Puis même avant, là. Fait que plus vous en première ligne, je pense que dans le contexte, selon 5 à 10 ans, si c'est faisable, en fait, là. Oui, c'est intéressant. Puis, en tout cas, Kim, peut-être tu peux relater avec moi, mais ça peut être un levier aussi avec les patients. Tu sais, un signal d'alarme, tu sais, comme on disait que c'est progressif, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis c'est pour ça, là, on fait plus les tests à jeun parce que c'est plus nécessaire. C'est pas les charcuteries qu'on a mangées hier qui vont tout bousiller. Là. Les gens qui se confortent en disant « Ah, c'était le Super Bowl, j'ai mangé des chips ». C'est pas ça qui affecte votre bilan. Par contre, si vous avez pris beaucoup d'alcool, là, vos triglycérides pourraient être de façon transitoire augmentés. Mais autrement dit, de le faire aussi va nous amener à dire, là, on n'a peut-être pas assez de bons gras, on a trop de mauvais gras. Donc, ça peut nous amener à solliciter des changements au niveau des habitudes de vie. Fait que dans le fond, même faire le bilan chez quelqu'un, quand notre petite voix nous dit on va faire le bilan, c'est un levier aussi d'enseignement. Pas nécessairement de dire je vais vous donner un traitement, mais aussi de dire il y a des petites choses à améliorer. Améliorez-les, on le recontrôle aussi. Ouais. Donc, de dire tu pourrais peut-être augmenter justement ton bon cholestérol, diminuer un peu ton mauvais. Parlons-en de ça. Oui. Comment on fait ça? Comment on l'améliore? Par où vous voulez commencer? C'est quoi qui est le plus payant? Et je pense que ça dépend de la base de chaque patient, dans le sens que... Puis là, on va rentrer... Maintenant, c'est rendu ça. C'est une vision beaucoup plus holistique sur individualiser un traitement ou une approche thérapeutique, je veux dire, et non un traitement. Parce que si tu es actif, mais que tu manges mal, si tu manges mal, mais tout ce volet-là, ça dépend qui t'a en face, je crois. Mais tu sais, de jouer sur l'alimentation, de jouer sur l'activité physique.
de jouer sur le poids, au final. Oui. L'alimentation, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment rentrer dedans? C'est-tu vrai que les œufs... Ah, c'est bon, ça. C'est vrai que manger des œufs, ça donne le cholestérol. Marie-Lou. J'adore. C'est tellement... c'est le mythe et la controverse de toutes les dernières années. Puis, on s'en est déjà parlé, mais la génération avant nous, c'est comme, non, mais mange pas de cholestérol parce que tu vas te donner du cholestérol. Maintenant, les études ont démontré du moins que l'apport alimentaire en cholestérol n'a pas d'impact sur ton bilan de cholestérol. Ou très peu. Ou très peu. On s'entend, tout est dans la modération. On se rappelle que 20 du cholestérol alimentaire vient, au total, le reste, c'est le foie qui le fait. Exact. Puis non, les œufs, c'est pas mauvais, là. On peut manger des œufs, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme n'importe quoi, là. Je vous dis pas de vous prendre une douzaine d'œufs à tous les jours. Non, là. mais c'est modération. Puis j'en discutais récemment avec une nutritionniste avec qui je travaille, puis eux, ils suggèrent, nutritionniste en diabète gestationnel, fait que, tu sais, le diabète chez les femmes enceintes, puis il y a de la choline qui est à l'intérieur des œufs, du jaune d'œuf, parce qu'il faut s'entendre, le blanc d'œuf, il y a rien. Là. C'est que des protéines. Juste des protéines. Ouais. C'est le jaune d'œuf qui a été souvent diabolisé, on va dire. Fait que cette partie-là, mais tu sais, un œuf, c'est 6 grammes de protéines le matin, puis c'est vraiment la place où il y a peu de protéines dans la vie. Quand on veut répartir les protéines dans la journée, c'est le déjeuner qui prend tout le temps le bord. C'est tout le temps plus sucré et tout ça. Mais elle mentionnait vraiment le côté choline dans l'œuf, en fait, dans le jaune d'œuf, qui est bon pour tout ce qui est le métabolisme pour l'enfant quand ils sont enceintes, mais c'est qui est aussi bon pour nous. Ça aide pour le foie, les muscles, le cerveau, autant pour nous que pour les enfants. Fait que c'est bon, les œufs. Là. C'est vraiment bon. Fait qu'on peut en parler. Au niveau des fibres alimentaires, est-ce que tu as des suggestions à suggérer? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec le cholestérol si on augmente notre quantité de fibres? Oui, bien en fait, c'est prouvé dans toutes les lignes directrices ou les recommandations internationales mentionnent de manger des fibres. C'est bon pour diminuer le cholestérol, le mauvais cholestérol, excusez, la glycémie, la tension, le poids. Fait que faut manger des fibres. Puis là, vous m'excusez, j'ai un blanc sur le nombre de fibres à manger dans une journée, mais c'est à prendre. Mais tout ce qui est de manger de l'avoine, de remplacer en fait les jus, qui est une source vraiment sucrée à la base, par un fruit vraiment complet. Manger un kiwi avec la pleure, c'est con, mais ça aide à augmenter les fibres. Tout ce qui est graines de lin, des yogourts, des céréales complètes, en fait. Oui. Puis, tu sais, encore une fois, moi, je suis une grande fan du microbiote, là. Les études s'en viennent... Le punch de la fin. s'en viennent à démontrer aussi qu'une bonne santé intestinale aide à réguler, tu sais, au niveau du cholestérol. Donc, tu sais, si on nourrit bien nos bonnes bactéries au niveau de l'intestin, bien évidemment, ça va nous amener à avoir une meilleure santé lipidique, si on veut. Puis, rapidement, pour revenir sur les gras, parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, là, les bons, les mauvais. Rapidement, qu'est-ce qui serait à favoriser pour augmenter nos transporteurs, nos bons transporteurs, donc les HDL, puis qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour diminuer les LDL? En fait, je pense que la phrase qui est un peu contradictoire, c'est vraiment faut manger du gras pour faire diminuer notre cholestérol. Puis ça, c'est vraiment difficile des fois à comprendre, mais le gros bémol et le gros mais, c'est qu'il faut manger les bons gras. Souvent, on va les séparer. Sans rentrer nécessairement dans toute la lignée, mais on va faire souvent diminuer tout ce qui est gras saturé, gras trans. C'est transformé, donc on s'entend que c'est moins bon pour la santé. Mais on va vraiment dans le côté huile d'olive, fait que les bons gras, huile d'olive, avocat, les noix ont vraiment démontré des bienfaits au niveau cardiovasculaire, donc par la bande pour la dyslipidémie, en fait. Je pense qu'il faut faire attention. Tu sais, les noix, oui, c'est bien d'en manger, mais tu sais, des noix qui sont caramélisées, qui sont pleines de sucre ou qui sont peut-être grillées avec une huile, une huile qui serait défavorable, là, des huiles de tournesol ou etc. Tu sais, de manger une noix qui est crue ou qui est peut-être
pas salé aussi va vraiment être bénéfique. C'est sûr que je préfère que les gens mangent des noix, peut-être avec un peu de sel versus une barre de chocolat. Fait que, tu sais, il y a des choix à faire. Tu disais tantôt, il faut vraiment partir de la personne qui est devant nous, puis qu'est-ce qu'elle est prête à faire, puis pour adhérer au changement. Mais je pense que l'avocat aussi a pris beaucoup d'ampleur dans les derniers temps. Vraiment. Puis, tu sais, en fait, c'est ça. C'est juste, il faut... T'as beau dire au monde de changer leur alimentation, tout ça, si ça dépend toujours par quoi ils vont remplacer. Si tu dis de diminuer les gras saturés, les gras trans, mais qui changent ça pour du sucre raffiné, c'est pas mieux par la bande. Ouais. Fait que je pense que cette éducation-là est là. Mais tu sais, c'est tout ce qui est un peu viande rouge et tout ça à diminuer. Puis je pense qu'en lien avec, mettons, la littérature et tout ça, c'est vraiment l'étude Prédimed qui a été faite comme en 2013, qui était par rapport à l'impact justement des bons gras, une diète méditerranéenne, donc tout ce qui est poisson, fruits, légumes, même le verre de vin qui était présent dans l'étude, diminuait vraiment les risques cardiovasculaires, comme si je m'abuse, là, c'est 30% des infarctus. Là. Fait que ce type de diète-là, c'est la diète, nous, mettons, en cardio, majoritairement, qu'on va prescrire ou qu'on va enseigner, du moins, là, pour voir la différence. On parle un petit peu au niveau des omégas. Ouais. Rapidement, là, les gens se questionnent, est-ce que je devrais prendre des capsules d'oméga 3, la 6? Y a-t-il quelque chose que tu suggères à tes patients? Je vais rarement suggérer nécessairement quelque chose. Surtout maintenant, je vais me limiter parce que c'est une nouvelle pratique actuellement, mais ce qui se passait, mettons, dans ma pratique en cardiologie, que je vais plus recenser, c'est que oméga 3 pour tout le monde, moi, personnellement, comme personne, je suis d'accord. Est-ce que les études restent quand même peut-être contradictoires sur certains moments ou des choses comme ça, mais moi, je pense que c'est bon d'en avoir, du moins. Les poissons, il y en a qui en mangent pas assez non plus. Mais le ratio entre les oméga 3 puis les oméga 6, ça a été étudié quand même. On était des personnes qui vivaient avec des ratios quasi, je dirais, 1:1, 4:1 en termes de ratio oméga 3, oméga 6. Puis maintenant, notre alimentation, dans quoi on vit, et l'industrialisation et tout ça, on est un ratio de 15:1 en termes de plus d'oméga 6 pour oméga 3. Puis les oméga 6, en fait, le problème, c'est que c'est un peu plus pro-inflammatoire. Fait que si on ramène le ratio à la normale, tu favorises davantage. En fait, les bienfaits sont plus présents. Mais nous, mettons en cardio, il y a des études, là, c'est rédiocytes qu'on appelle, là, mais c'est l'étude, en fait, qui démontre que ils ont pris des enzymes un peu à la base des oméga 3, puis ça a prouvé que ça diminuait les triglycérides en prenant chez le monde qui avait des triglycérides trop élevés. Fait que c'est la preuve qu'il y a une partie, au moins des parties d'oméga 3 qui est très, très bon pour la santé cardiovasculaire. OK. Puis la place de l'exercice physique. On le sait, là, on se répète. Bon, il faut bien manger. Je pense que tu as nommé la diète méditerranéenne, là, qui était ce qui était le plus reconnu. On parle d'un apport riche en bons gras avec des fibres. Tu parlais de viande rouge tantôt. Je pense qu'il faut limiter la viande rouge. Il ne faut pas nécessairement l'exclure complètement, mais c'est un gras animal, hein, qui est... Bon, je pense qu'on peut en prendre, mais avec modération. Maintenant, les bénéfices de l'exercice physique, tu en as parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce que ça fait? Avant, en fait, là, puis je pense que tantôt, quand je suis rentrée dans les causes, c'est le côté sédentaire aussi. Puis je me suis rendu compte que le monde ne sont pas au courant, mais il y a une différence entre être sédentaire puis être inactif dans la vie. Fait que ce volet-là, c'est l'inactivité physique aussi qui est plus valorisée, là, qui est plus présent, du moins. Là, mais tu sais, sédentaire, c'est qu'on a un mode de vie où on passe plus de 7 heures par jour assis. Donc, quelqu'un qui est au bureau, quelqu'un qui, majoritairement au bureau finalement. Là. En télétravail. En télétravail, maintenant. On se déplace même plus au travail. Non, exactement. Puis ça fait vraiment une différence côté physique. T'es constamment assis sur tes fesses. Puis, tu sais, de ce côté-là, fait être sédentaire, mais ça veut pas dire que t'es pas actif physiquement. Puis l'inactivité physique, en fait, c'est la personne qui fait pas les recommandations de 150 minutes d'activité modérée par semaine. Puis là, je réponds pas nécessairement à ta question de qu'est-ce que ça fait, mais je pense que d'apporter le côté de ce côté-là, puis ça m'a fait pousser, en fait, à aller voir, mais
statistiquement parlant, 50% quasiment des Canadiens ne réussissent pas à atteindre le 150 minutes par semaine d'activité physique modérée, qui n'est pas à intensité élevée de l'entraînement et tout ça, mais juste de marcher, danser, faire du vélo, faire de la natation. Juste être essoufflé. Être essoufflé. Exactement. Faire du pilates. Fait que ce côté-là, en fait, là, puis tu sais, c'est fou, c'est 150 minutes par semaine. Là. C'est, en tout cas, personnellement, c'est peut-être que je suis biaisée aussi, là. Mais, fait que mais qu'est-ce que ça fait? Ça améliore, en fait, tout ce qui est au niveau de ton bilan lipidique. Tu vas augmenter tes HDL, tu vas diminuer tes LDL. Fait que t'es transporteur, finalement. Et non, fait que, tu sais, c'est cette circulation-là. Tu brûles des choses. Tu consommes de l'énergie, exactement. C'est qui qu'on va traiter, Marie-Lou, pour le cholestérol? Ça dépend encore de la prévention. Je vais dire dans quel ordre. En plus, là, on peut le faire un peu, mais prévention primaire versus prévention secondaire. Donc, vous, en première ligne, qui vous traitez versus moi à l'hôpital, c'est complètement différent des fois. Mais je pense qu'en prévention primaire, fait que, avant qu'il y ait une maladie cardiovasculaire, je pense que toute personne qui ont besoin d'avoir une discussion avec le professionnel de la santé. Fait que de voir les risques et les bénéfices au final. Je pense que de commencer par un changement d'habitude de vie, c'est la base. Peu importe que tu rentres une médication ou non, il doit avoir une association avec un changement d'habitude de vie si tes habitudes de vie sont déficientes. On s'entend, mais pour nous, si tu es en prévention secondaire, fait que tu as eu un événement cardiovasculaire, un AVC ou quoi que ce soit, automatiquement, il va y avoir une discussion, mais il va être mis sur des médicaments d'emblée. Parce que le problème est arrivé, la conséquence est déjà arrivée, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, absolument. Mais, donc, la minute qu'on a une maladie cardiovasculaire, un événement, comme tu as dit, un AVC, un infarctus ou peu importe, la minute qu'on a un diagnostic ou qu'il nous arrive quelque chose, généralement, les gens vont être traités. Alors que quand on voit que le bilan, il est pas optimal, bien, on va commencer par des habitudes de vie, à l'exception des gens qui ont des hypercholestérolémies familiales sévères, puis que là, ça augmente vraiment le risque de maladie imminemment. Donc, il y a une notion de réversibilité aussi. Il y a des choses que les gens peuvent faire pour améliorer. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça reste aussi, même, je pense que, mettons, en première ligne et tout ça, la personne qui a un diabète, la personne qui est beaucoup plus à risque, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, les maladies cardiovasculaires, c'est la finalité, la mauvaise finalité, mais c'est pas juste le cholestérol qui est la problématique. Non. Il y a énormément de facteurs de risque au niveau des maladies cardiovasculaires. Fait que oui. Non, en fait, je ne voulais pas te couper. Ce que je dis souvent à mes patients, c'est qu'on a plein de facteurs de risque qui nous mettent en danger pour une maladie du cœur ou des vaisseaux. La minute qu'on ajoute un facteur, donc si on est hypertendu, puis là, le cholestérol devient problématique, le risque d'avoir une maladie à long terme ne s'additionne pas. Il se multiplie. Exact. Fait qu'on ait du diabète, peu importe, si on rajoute un facteur, le risque est vraiment, vraiment plus élevé. Fait que c'est pour ça qu'on est agressif puis qu'on est vraiment... On est sévère sur... fait que effectivement, les gens qui ont déjà un diabète, ben à ce moment-là, c'est sûr que si on arrive avec la dyslipidémie en plus, le danger est là. Oui, puis ça va ensemble. Tu sais, dans le sens, pas que ça va ensemble comme maladie, mais souvent, on va les voir ensemble. Le tabac aussi, c'est comme... On n'apprendra rien à personne aujourd'hui là-dessus, mais c'est vraiment dangereux au niveau des artères. C'est au niveau... Ça favorise tout négativement. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, si t'arrêtes de consommer, si je m'abuse, c'est 50% après un an que c'est c'est correct. Fait que, tu sais, c'est... Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Exactement. Jamais. Non. Exact. Puis, c'est la chose la plus dommageable parmi tant d'autres, là, on s'entend, là, mais on vit dans une société extrêmement stressante, extrêmement performante. Fait que tout ce qui est habitude de vie, sommeil, de bien dormir, d'avoir une récupération, de gestion de stress également. On se dit pas stressé, mais on est vraiment stressé. Au final, c'est vraiment ce côté-là de tout ce qui augmente le stress intérieur pour ton organisme va t'enclin à des risques éventuels
Puis c'est stressant de penser à tout ça. Honnêtement, là, tu sais, on faut faire de l'activité, faut bien dormir, faut faire ci, faut bien manger. C'est vraiment, j'en conçois, là, ça peut devenir super envahissant des fois de vouloir bien faire les choses. Puis là, si on échappe la balle une journée, il y en a qui peuvent sentir de la culpabilité. Mais tu sais, je pense que tu as dit un mot-clé dans l'entrevue aujourd'hui, c'était un équilibre. Faut avoir un équilibre, puis il faut cibler nos interventions selon nos priorités à nous, selon notre profil. On a un segment spécial, un segment qui est présenté par l'OIQ, donc l'Ordre des infirmières du Québec, qui supporte notre projet. Donc, comme tu sais, Marie-Lou, la mission de l'Ordre, c'est de protéger le public. Fait qu'on veut savoir concrètement dans ta pratique au quotidien, c'est quoi les actions ou les stratégies que tu mets en place pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? Avant tout, j'aurais tendance à dire, puis bon, on s'entend, c'est personnel, là, mais d'être humble, d'accepter de pas savoir, d'avoir qui t'emmène en fait à faire une collaboration avec tout le monde. Fait que si je sais pas quelque chose, si j'ai un doute sur quelque chose, puis que j'ai mon psy comme je suis pas sûre, ma collaboration, collègue IPS, collègue médical, nutritionniste, pharmacien. Pharmacien, c'est des mines d'or à l'hôpital. C'est génial. Partout. C'est des mines d'or partout. Mais vraiment, ce côté-là, d'aller chercher l'information quand tu sais pas quelque chose. Pour moi, c'est mon énorme filet de sécurité à ce niveau-là. D'aller vraiment de côté... toujours s'assurer que les connaissances sont à jour. Ce qui est pas facile parce que c'est vraiment difficile de suivre le momentum dans n'importe quoi. Puis tu sais, on a frôlé tout ça, mais le volet nutrition, le volet de suggérer des choses à nos patients, ça change toujours. Ils lisent des choses sur Internet. Nous, on lit des choses. Des fois, c'est super confrontant. Mais de accueillir ça, puis de juste en discuter, je pense que c'est la meilleure façon. J'écoute énormément mes patients. De prendre le temps avec les patients, ça fait toute la différence sur d'oublier, tu sais, de juste se concentrer sur la maladie. Des fois, tu fais comme, finalement, même si je lui dis plein de changements aujourd'hui, puis qui n'est pas là présentement, ça sert à rien. Fait que de poser la question, souvent, c'est comment ça va? Juste cette base-là, puis là, tu te développes, puis tu te ramasses avec, OK, c'était pas le temps de se parler qu'il faut qu'on augmente son insuline aujourd'hui, là. Vraiment pas, là. Fait que ce côté-là, beaucoup. Super, merci. En conclusion, on arrive à la fin. Ça serait quoi les messages clés? Qu'est-ce qu'on voudrait que nos auditeurs qui nous écoutent retiennent de ce fabuleux podcast-là, Marie-Lou? Je vais dire, je pense que ce qui me fait le plus ressentir des choses là-dedans, c'est vraiment le côté, pas le mauvais cholestérol, la dyslipidémie, le problème de cholestérol. C'est un tueur silencieux. Vraiment, ce côté-là de pisser une maladie. C'est pas juste du cholestérol. C'est vraiment cette volet-là que je pense que j'ai envie que le monde soit sensibilisé à. Il y a plusieurs facteurs qui aboutissent. C'est pas parce que tu as des mauvaises habitudes que tu as du cholestérol. Puis, tu sais, je veux pas non plus, tu sais, dans le sens que tout le monde je veux pas que personne se flagelle, c'est plus ça, un peu. C'est ce côté-là. Puis on oublie la charge mentale que de donner un diagnostic disant « Voici ton diagnostic », voici la charge mentale qui va avec, que ça se peut que tu aies une maladie cardiovasculaire. T'sais. Oui, ça fait peur, oui, ça fait réaliser des choses, mais il ne faut pas aussi banaliser l'impact d'anxiété à ce sujet. Le fameux mythe des œufs, ça, c'est ça. Merci. Mangez-en. On encourage les œufs. Puis que la modération a bien meilleur goût dans n'importe quoi, en fait. Là, mais de juste avoir un équilibre entre l'alimentation, la gestion du stress, d'accepter aussi que tu n'es pas obligé d'être au top toujours. Fais ton 150 ou peu importe, mais tu sais, d'avoir ce minimum-là, puis de juste faire ces choses. Pas avoir peur non plus de prendre la médication si jamais votre professionnel vous le suggère. C'est là pour une raison, des médicaments. T'sais, si les habitudes de vie ne fonctionnent pas, s'il n'y a pas de ça, le but des médicaments en général, c'est que c'est là pour vous aider et non pour vous nuire. Les petits changements font vraiment la grosse différence.
Absolument. Merci. Hey, merci, Kim. Merci, Marie-Lou, pour cette super belle discussion. Bon succès dans ta nouvelle pratique en endocrinologie avec tes travaux auprès de la population, la santé de la femme, tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Merci pour ton travail. On en reparlera. Absolument. On n'en a pas parlé d'ailleurs, là, mais tout le côté hormonal chez la femme. Dans un prochain balado. Oh, mon Dieu. On se garde ça. Exact. En tête. Nutritionniste, en fait. Je pense que... Oui, référés, on les utilise... Le mot-clé aussi de la fin pour ça, ne pas avoir peur de voir une nutritionniste, quelqu'un qui peut faire un plan d'entraînement, de s'outiller, en fait. Je pense que... Puis même à titre de professionnel de la santé, en fait. C'est ce côté-là, vraiment. Puis pour parler, justement, un peu plus à ce niveau-là. Là. Ouais. Super, merci. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les prochains épisodes ou peut-être écouter d'autres au préalable. Puis d'ici là, prenez soin de vous.